Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Geoffrey Bruyère de Bonne Gueule. Bonjour Geoffrey. Bonjour à tous, salut Mathieu. Est-ce que je peux te demander de te présenter, Geoffrey ? Alors, donc je suis Geoffrey Bruyère, je suis un des deux fondateurs de Bonne Gueule. Bonne Gueule, à la base, c'est un blog créé en 2007 par Benoît Vochtanka, mon associé. Et puis, au fil des années, c'est devenu le premier site de mode masculine en France et sans doute en Europe de par sa taille et de sa communauté. Et moi, j'ai rejoint en 2010 pour en faire une entreprise qui est aujourd'hui une marque de vêtements, toujours un média, mais aussi donc cette marque de vêtements verticalement intégrée avec 4 boutiques et aujourd'hui une équipe de 30 personnes. Donc attends, t'es en train de me dire que Bonne Gueule, c'était ton associé actuel, donc Benoît, qui a fait son petit blog dans son coin en 2007. Et c'est parti vraiment de là, en fait. Ouais, exactement. C'est un peu comme cette génération YouTube qui monte des chaînes un peu pour le LOL, et puis petit à petit, ça devient des projets, ça devient des vraies communautés. Et on avait chacun la nôtre, on avait chacun notre blog, et puis on faisait ça pour le plaisir pendant facilement 4 ans et demi. Et à un moment, on s'est dit, tiens, et si on lançait un e-book? Il y a plein de gens qui faisaient ça autour de nous, la communauté nous le demandait. Et puis il y a Amazon qui avait lancé son Kindle Fire, donc ça ouvrait vraiment le marché. Et puis les gens voulaient des e-books sur différentes thématiques. Tu vas trop vite là, parce que attends, on est déjà à l'e-book, mais donc toi, t'avais ton blog qui s'appelait comment? Moi, ça s'appelait Toga Picta. Toga Picta, et ça a commencé en quelle année, ça? Ça a commencé en 2009. D'accord. Ok, donc vous avez rejoint un peu les deux communautés. Alors si je fais un petit retour en arrière avant de revenir sur tout ça, parce que Bonne Gueule est devenu beaucoup plus qu'un blog, comme tu le dis, c'est une société aujourd'hui commerciale avec des magasins qui créent des vêtements, en l'occurrence, entre autres. Mais avant d'arriver là, si je veux faire un rewind, un retour, toi tu viens d'où? Tu es parisien? Non, en fait, on vient tous les deux de région. Moi, j'ai grandi dans un petit village du Sungo. C'est le sud de l'Alsace des étangs. Ok. Et Benoît vient de Tours. Et on n'avait pas du tout des parents entrepreneurs ou dans le business, le marketing, la mode ou quoi que ce soit. Mais en arrivant à Paris, c'est quelque chose qui nous a pris. D'accord. C'est intéressant parce qu'on pourrait penser en effet que c'est un peu des blogs et des sujets de titi parisiens ou quoi que ce soit, et alors que pas du tout en fait. Non, c'était un kiff perso à la base, et en fait, je pense que c'est aussi parce qu'on a une approche particulière de la mode. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement les podiums, le champagne, qu'est-ce qu'a dit Karl Lagerfeld ou je sais pas quoi. Nous, ce qui nous fait vraiment vibrer, en fait, c'est quand on nous lâche dans un atelier dans le Piémont et qu'il y a une petite grand-mère qui nous explique comment on fait ses points de tricot depuis 80 ans. C'est vraiment le côté technique dans le vêtement, un petit peu frais déjà mis, quoi. D'accord. Et c'est vraiment ça qui nous fait vibrer. Ok. Et donc du coup, cette passion, tu l'as développée comment? T'es arrivé donc à Paris. Toi, t'es plutôt t'as un background de matheux, non? Ouais, plutôt sciences physiques, ouais. D'accord. Plutôt maths, sciences physiques. Et surprenant dans ce milieu de la mode. Ouais, en fait, j'ai fait des classes prépa physique chimie en Alsace, et puis je suis arrivé dans une école plutôt geek qui s'appelle INT Management. Maintenant, elle s'appelle Télécom École de Management. À Paris? Ouais, à Ivry. Et en fait, c'est une école qui mélangeait du business et puis de l'ingénierie des télécoms. Et on a tous les deux fait la même. C'était un peu un hasard. Et en fait, on s'est rencontrés via Internet parce qu'on avait 2 ans d'écart, donc on s'est jamais croisés à l'école. C'est marrant. Ouais. Et dans une école de geek, toi, t'es déjà à fond sur la SAP? Ouais, parce qu'en fait, quand t'arrives de région, dans la région parisienne, et que tu passes aussi de cet âge de on va dire, de l'adolescence tardive, qui a été en plus décalé par la prépa où tu mets ta vie de côté, t'as mis ta vie sociale, et que d'un coup t'es dans le grand bain des filles, des employeurs, de la recherche d'emploi, tout ça. En fait, d'un coup tu te rends compte que l'image est importante, et donc tu te mets à faire des efforts, tu te mets à poser des questions.
Et c'est un peu à ça qu'on répond avec le site. Et en même temps, nous, à l'époque... Je sais pas si je peux être complètement d'accord. Je connais tellement d'ingés avec qui j'ai bossé qui venaient de tout endroit possible de France, et potentiellement même de l'étranger ou de Martinique ou de Dom-Tom, et qui après 5 ans plus 3 ans d'expérience, je peux te dire ils faisaient toujours pas attention à comment ils s'appelaient. C'était sweatshirt à capuche et puis t-shirt, quoi. Je veux dire, après c'est pas j'ai l'impression une considération que tout le monde a, en particulier dans un milieu très mec d'ingénierie, quoi. Ouais, t'as aussi raison dans le sens où c'est pas le cas de tout le monde, mais de plus en plus au fil des années, on a senti un intérêt croissant pour les hommes par rapport à leur image et au style. Par exemple, l'exemple que je cite souvent, c'est la manière qu'ont les mecs d'exprimer leur crainte par rapport au fait d'être très très bien habillés. Quand on a commencé il y a 8-10 ans à relooker des mecs, à les emmener dans les boutiques, au début ils disaient de manière très très conne, ils disaient ouais, j'ai peur que ça fasse gay. Et puis après ils se sont dit de manière assez bête aussi, j'ai peur que ça fasse féminin. Et puis maintenant, ils disent juste, j'ai peur que ça fasse pas moi-même. Et je trouve que le fait de petit à petit changer le vocabulaire, on sent que c'est un truc qu'ils intègrent mieux, qui s'intéresse davantage au style. Et puis, on le voit un peu si on regarde la multiplication des supports qui sont dédiés, et puis simplement dans la rue, en fait. Les mecs, aujourd'hui, ils ont tous des pantalons ajustés, même ceux qui font pas gaffe, en fait. C'est ça qui est marrant. Même ceux qui s'y intéressent pas du tout, en fait, ils sont vachement mieux lookés qu'il y a 10 ans. Alors ça, c'est aussi potentiellement avec la démocratisation par des marques peut-être plus grand public, de type Zara, H&M, etc., qui déploient aussi beaucoup ce type de mode, plus que ne le déployer, je dirais peut-être un CEA ou des marques qu'on avait plus dans notre jeunesse, non? Ouais, c'est clair que il y a aussi ce qu'arrive à imprimer des gros acteurs comme ça sur le marché. C'est sûr que ça... À des prix très abordables et ouais. Ouais, c'est des déferlantes, ces marques-là. Et donc, du coup, tu es étudiant. Tu es dans une école de geek. Vous êtes 80% de mecs. J'en sais rien. Quoi que c'est 50, j'avais de la chance. Ah, c'était du management, en revanche. C'est ce que tu dis. T'étais pas dans une école d'ingénieur. Il y avait les deux, en fait. Et d'accord. 2 promos mixés. Ok. D'accord, tu t'en es sorti grâce à ça. Et du coup, à ce moment-là, tu commences à t'intéresser à la mode et tu te dis encore en cours que tu vas faire un blog ou... Ouais, j'étais encore en cours. J'étais à Singapour pour un échange. D'accord. Et j'avais déjà commencé à m'intéresser aux vêtements et je m'étais dit que j'aimerais bien travailler dans la mode, mais avec un lien avec ce que je savais faire, donc plutôt tout ce qui était commerce ou voire ingénierie. D'accord. Puis du coup, j'ai créé mon blog pour m'en servir un peu comme d'une carte de visite pour faciliter ma recherche d'emploi. D'accord. Et du coup, quand je suis revenu à Paris, je me suis retrouvé ingénieur d'affaires dans les télécoms. ça a très bien marché. Ça a très bien marché. Oui, mais c'était probablement trop tôt. Et donc, du coup, tu crées ça en quelle année? 2009. 2009, ouais, je pense. D'accord. Et 2009, tu postes comment? Tous les jours? Non, toutes les semaines, je pense. Mais en fait, à l'époque, il y avait pas tellement de blogs qui existaient sur les différents sujets. Quand on prenait une verticale, en fait, il y avait que quelques sites experts et il y avait pas encore, par exemple, je sais pas moi, Le Figaro, Le Monde, qui essayait de cibler certaines populations avec de la SEO en faisant les mêmes articles. Il y avait pas non plus encore. SEO, c'est le référencement naturel, donc pour émerger sur Google en particulier. Et il y avait pas non plus encore tous les e-commerçants qui adoptaient des stratégies de contenu, pareil, pour faire venir des gens grâce à ce référencement naturel. Du coup, en fait, à partir du moment où on avait un propos qui était un peu expert sur un sujet, mécaniquement, on avait une audience qui venait. Il n'y avait pas besoin de poster de manière super intensive. Sachant que tu étais authentique dans tes propos, c'est-à-dire que tu cherchais pas à vendre une marque plus qu'une autre, à quoi que ce soit. L'idée, c'était vraiment de dire, tiens, ce truc est super looké, on aime bien ce nouveau pull, cette nouvelle ligne chez machin. Ouais, carrément, vu qu'on n'avait pas du tout de relation avec les marques et on cherchait pas à gagner de l'argent à ce moment-là. D'accord. Et là-dessus, c'est quoi? Tu peux m'expliquer un peu comment tu trouves le succès, comment ça évolue? Au début, t'as personne qui te lit?
Ouais, au début, il y a personne. Et puis, Tu te souviens de ton premier poste? Je crois que c'était un truc sur Adidas qui faisait une collab avec peut-être le 5e opus de Star Wars. D'accord. C'est des pompes qui étaient un peu marrantes avec des formes de Chewbacca et trucs comme ça. D'accord. Ça m'avait fait triper. Ouais, voilà. Et du coup, tu lances ce premier article. Tu sais même pas écrire spécialement? Si, en fait, il y a un truc qui m'a appris à écrire, c'est que dans mes jobs dans le conseil, dans l'ingénierie d'affaires, j'avais un maître de stage qui était hyper pointilleux sur la concision, la pureté du style. Il fallait vraiment que ce soit impactant. On peut le citer? Hein? On peut le citer. Ouais, il s'appelle Guillaume Tavert, il bosse pour une boîte de sécurité qui s'appelle NetXP. Bravo Guillaume. Et en fait, il m'a appris à rassembler plein de sujets et à les exprimer de manière hyper impactante dans genre des fiches de référence qu'utilisaient les commerciaux pour vendre les prestations. D'accord. Et en fait, c'est un peu de ça qu'on a mis ensuite dans Bonne Gueule. Et encore aujourd'hui, on cherche des gens qui ont un style concis, direct, impactant, et on cherche pas du tout des littéraires avec une plume. On veut pas de langage empoulé, on veut directement que ça tape, que ce soit pédagogue comme un mode d'emploi en fait. D'accord. Avec quand même pas forcément des effets de style, mais de l'engagement, notamment pour dire on aime ça, on n'aime pas ça. Alors t'es plutôt dans du positif, vous avez toujours été dans du positif, c'est souvent le cas du blog, où tu vas dire cette nouvelle série de trucs, c'est très moche. On va dire qu'on est critique, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire quand on aime quelque chose, on en parle, mais on en parle aussi avec ses défauts. Il y a une objectivité qui est hyper importante à nos yeux. Et après, quand quelque chose, on estime que c'est vraiment nul, on préfère ne pas en parler. Mais si on nous sollicite, si on nous pose la question de qu'est-ce que vaut la marque Trucmuche, là on se privera pas pour en parler vu que c'est notre rôle en fait d'arbitre un petit peu sur la toile. D'accord. Alors on reviendra sur ce rôle d'arbitre qui est intéressant. Mais du coup, si je reviens sur les débuts de ton blog à toi, comment tu rencontres le succès? C'est quoi la recette? C'est le fait d'être pugnace, d'écrire souvent, de continuer. Franchement, des recettes tous les ans, quand on regarde un peu les bonnes pratiques du web pour avoir du trafic, des clients, etc. À chaque fois, il y en a une nouvelle. La vérité, c'est que quand on parle d'une recette qui marche, c'est déjà trop tard. C'est que tout le monde l'applique et je veux dire tout en essayant de rester humble dans le propos. Quand on fait les mêmes choses que tout le monde, on a les mêmes résultats que tout le monde. Il n'y a pas de raison que ça marche mieux que ce que les autres font déjà. Je pense que la recette, c'est plutôt d'être vraiment aligné avec ses valeurs, avec son propos. Parce que des contenus, il y en a foison, des produits aussi. Aujourd'hui, on est dans une économie de l'offre. Et c'est vrai aussi pour le monde des contenus. C'est très vrai sur les contenus écrits, vidéo. Aujourd'hui, il y a foison. J'ai l'économie de l'attention. On est harcelé de contenu, finalement. Ouais, c'est clair. Et personne n'attend un contenu de plus. Par contre, un contenu qui dit la vérité, qui est intègre, qui a sa forme d'humour à lui, qui a son avis subjectif sur le propos, parce que ça relève de personne, tout en essayant de rester dans une démarche objective où on juge de manière pas gratuite. Et en fait, ça les gens ils le cherchent parce que ça il y en a pas beaucoup. Du vrai contenu pur, quand on regarde, c'est rarissime. Quand on prend n'importe quel média, soit c'est des articles qui sont écrits pour parler des marques qui financent ces médias-là, soit on a des liens d'affiliation qui sont écrits, soit on a de la bannière, donc à ce moment-là on essaye de faire un peu du clickbait, quoi, des articles un peu putaclic comme on dit. Ouais. Pour faire cliquer sur les articles, pour faire venir les gens vers l'article puis vers la marque, gagner de l'audience. Mais du coup, en effet, vous avez toujours travaillé sur cette intégrité, le fait de dire et toi et Benoît, chacun de votre côté, c'était un peu la marque de fabrique. Ouais, on a toujours été obsédés par cette intégrité, et même aujourd'hui, en étant une marque, on se débrouille toujours pour que le média reste ultra objectif, et on n'en fait pas du tout un publi rédactionnel pour notre propre marque. On continue de parler de toutes les marques qu'on aime. On prend juste la parole de temps en temps en disant by the way, nous il se trouve qu'on a ça aussi,
Mais on va pas, par exemple, poster des articles en disant, c'est nous les meilleurs, achetez nos vêtements, quoi. C'est le propos. D'accord. Et donc, du coup, on reviendra là-dessus parce qu'aujourd'hui, en effet, vous êtes quelque part, on peut considérer un peu comme juge et partie puisque vous avez ce rôle d'œil critique sur la mode, masculine en tout cas, et aussi d'acteur en proposant vos propres vêtements sur Bonne Gueule. Ouais, c'est vrai, il y a un côté juge et partie qui est forcément présent en fait, et du coup qu'on fait extrêmement gaffe à ce qu'ils prennent pas le dessus en fait, à le juguler, à séparer les plateformes, à séparer les moments de parole sur les marques ou sur notre mission de conseil. Ok. Je te propose d'y revenir tout à l'heure et de m'expliquer comment tu te retrouves alors juste avant de t'associer avec Benoît. Tu fais un an et demi, c'est ça à peu près tout seul sur ton blog? Ouais, c'est ça à peu près. Ouais. Et le succès est assez immédiat? Ça dépend ce qu'on appelle succès, mais ouais, j'ai assez rapidement eu des lecteurs. Après, ouais. À l'époque, on devait parler de, je sais pas. 3000, 4000, 5000 visiteurs uniques par mois, c'est très peu. Bonne Gueule, donc côté Benoît, ça devait en faire une dizaine. De milliers? Ouais, 2 milliers, donc c'est très peu par rapport aux 500, 600, 700 qu'on a en ce moment chaque mois. Mais je répète 600, 700 000. Hein, 700 000, ouais, d'accord. Mais ouais, à l'époque, ça venait vite, c'était possible parce qu'il y avait moins de contenu. Il y avait moins il y avait un fort déséquilibre entre l'offre et la demande, donc il suffisait de proposer quelque chose pour que ça prenne du moment que ça répondait à un besoin, quoi. Et donc là, tu finis les études, tu es consultant? Ouais, ingénieur d'affaires puis consultant en stratégie. D'accord. Et tu fais comment tu gères tout ça, la vie? T'écris quand? Tu gères quand? T'échanges avec des marques? Enfin, c'est quoi la vie de Geoffrey en 2009-2010? C'était déjà super chargé. Donc en fait, j'avais mon métier d'ingénieur d'affaires puis de consultant. Donc je faisais des journées classiques de cadre sup. Et puis assez hardcore, hein, généralement dans ces métiers à Paris en 2009, que tu étais à 7-8 heures, 9 heures de boulot par jour, quoi. Enfin, ouais, ça bosse un peu. Après, ce qui était cool, c'est que j'ai toujours été assez à fond dans tout ce qui est productivité. D'accord. Donc en fait, j'arrivais à automatiser pas mal de trucs. Et par exemple, quand on me filait des recherches, par exemple, pour alimenter des propositions commerciales ou des livrables sur des missions de conseil, en fait, j'avais encore accès à plein de bases de connaissances de l'époque où j'étais étudiant, donc des bases de chercheurs. J'avais accès à... Je savais bien taper les recherches Google avec tous les tags spéciaux pour filtrer les recherches, exclure des mots, filtrer, cibler des thématiques, des URL précis, etc. Donc en fait, je gagnais un temps fou. Ce qui fait que la moitié du temps, j'arrivais à gruger en fait et à bosser pour Bonne Gueule tout en ayant des managers qui étaient à peu près ok sur mon taf. Ils me voyaient pas comme la star, c'est clair, mais on va dire que ils te voyaient pas comme le glandu de service non plus, quoi. Non, voilà, je me faisais pas remonter les bretelles. T'avais pas poussé le vice comme ce type, je crois que c'était en Californie, qui avait qui sous-traitait carrément son travail à des externes dans d'autres pays. J'aurais dû. Ouais, c'est une option. J'aurais dû. Et en fait, par contre, le soir, je rentrais chez moi. Et là, jusqu'à 3-4 heures du mat, je bossais non-stop sur Bonne Gueule. D'accord. Et le matin, parfois, je me retrouvais à 8 heures en réunion avec des cadres de la banque postale par rapport à ma mission. Et en fait, j'avais carrément les yeux qui se fermaient en fait dès que j'étais pas actif dans la discussion. Donc du coup, j'avais mes mains sous mes jambes et je me pinçais les cuisses. D'accord. Pour rester éveillé. Et c'est ça, je l'ai fait plusieurs fois, ouais. D'accord. Et ok, c'est des expériences intéressantes et du coup moins de potes à ce moment-là, pas de nana. Enfin, tu dois couper sur la vie privée. Je vivais assez mal en fait le fait d'être dans une très grosse boîte à la défense. Ouais. Enfin, je veux pas, comment dire, je veux pas juger des personnes ou quoi que ce soit. On fait tous nos choix de vie, mais dans le mien, je me projetais pas dans 20 ans faire le job quand je regardais les gens qui avaient 20 ans d'ancienneté de plus que moi dans l'entreprise. Ouais. Et du coup, je voulais vraiment, me créer en fait cette porte de sortie. J'avais l'impression d'être un peu dans un tunnel ou dans l'obscurité où il fallait que je cours pour atteindre la lumière et sortir avant que la porte se ferme. Donc c'était pas un hobby, ce blog, c'était quand même, tu y voyais dedans un début de porte de sortie. Il y avait la petite porte au fond du couloir, quoi. J'y voyais comme une espèce d'argile, quoi, où à un moment il pouvait se passer quelque chose. Et à mesure qu'on développait le site et au moment où on a lancé l'ebook, là je me suis dit
punaise, Benoît et moi, on peut faire quelque chose de chouette. On peut s'éviter en fait cette carrière qu'on choisit pas vraiment, qu'on choisit un peu par défaut quand on est un étudiant d'école de commerce qui a pas toute la connaissance du monde pour choisir la carrière qui est vraiment faite pour lui. D'accord. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit bon ben on va mettre une petite partie de nos vies de côté et on va bûcher. C'est à ce moment-là que t'es rentré dans la génération do it yourself, quoi. Ouais, voilà. Non. Et donc du coup, avant d'arriver là-dedans et de te dire on va couper tout ça, t'as eu cette période où vous vous êtes regardé, comment ça s'est passé avec Benoît? Vous êtes regardé en chien de faïence, vous étiez quand même concurrents. Après, je sais pas si on peut parler de concurrents dans des blogs. On s'est jamais senti concurrent parce que moi j'adorais en fait son site et je respectais énormément et Ben en fait c'est un mec qui est hyper unique, on peut pas ne pas l'aimer. Il a un côté un peu moine Shaolin, c'est vraiment lui l'ADN de Bonne Gueule. Il est un peu déroutant quand on le rencontre la première fois, mais assez rapidement les gens parfois ils lui confient des trucs de dingue. Benoît il a un pouvoir magique, donc assez rapidement j'ai adoré le bonhomme et voilà c'est mon grand copain. On est un vieux couple encore aujourd'hui. C'est bien de s'associer avec un type qui a un pouvoir magique quand même. Ouais, il a un vrai pouvoir magique, Benoît. Et donc en fait assez rapidement on s'est plutôt dit c'est ouf, on est des méga complémentaires. Benoît c'est vraiment le fond, le contenant. C'est pas un mec qui est super dans la structuration, dans l'analyse, dans le rationnel. Mais du coup moi j'apportais un peu du coup ces structures, ce canevas autour. Et par contre lui il a un pouvoir de créativité et de création de valeur en fait qui est vraiment particulier. C'est assez difficile à décrire, mais très vite on s'est mis à former une espèce de moteur en fait, tous les deux on se complétait et puis ça s'est mis à bien fonctionner. On a vu qu'on pouvait faire quelque chose, on a bûché, on a fait des nuits blanches. Et avant ça, c'est quoi la genèse? C'est quoi la rencontre? C'est par internet, il y en a un qui a contacté l'autre, Ouais, c'est ça, c'est Ben en fait qui a repéré mon site. Ouais. Moi j'avais mon CV qui était en ligne parce que je me servais, comme je l'ai dit, de mon blog pour trouver un emploi dans quelque chose qui me convenait davantage. Et il me repère et puis avec son style tout à la Benoît, il m'envoie un message Facebook super gentil où il me propose de se rencontrer et puis on déjeune au self de l'école à Évry en mode bouffe pas bonne. Puis Ben il a un côté un peu, en fait il sourit intérieurement mais ça se voit pas forcément à l'extérieur et donc du coup je sais pas vraiment s'il passe un bon moment ou pas et tout. Après il me rappelle pour une soirée et puis là on commence à devenir super potes et assez rapidement on écrit un livre numérique ensemble qui incarne un peu le démarrage de Bonne Gueule en tant que business. Elles sont marrantes ces histoires parce que j'ai eu un échange ici même avec Bertrand Altmaier qui est le fondateur de Marcel Use of Fleet qui a revendu récemment donc au groupe Renault, à l'alliance Renault-Nissan, et qui me racontait lui ça c'est peut-être pas sa rencontre parce que c'était un pote, mais ce moment où il a eu ce flash pour créer la boîte qui était après un squash dans une douche à poil avec côté de son futur associé, toi dans ce self pourri de ton école. Et c'est marrant parce que on parle vraiment de rencontres, on a l'impression d'être dans une relation amoureuse en fait. Il y a un peu ce côté ouais, je me souviens de ce moment, quoi. C'est plus que de l'amitié, il y a une forme de on est tous les hétéros mais il y a un truc de tendresse très forte quoi l'un pour l'autre. Ouais. D'accord. Et de confiance forte et de ouais. Ah oui, puis de comment dire je lui dois beaucoup de choses à Benoît de m'avoir fait confiance parce que c'était lui le gros site Bonne Gueule donc c'est grâce à lui aussi hein. Ouais, c'est intéressant et il est venu te chercher et vous avez créé tout ça. Ouais. Et donc l'idée ça a été assez rapidement de vous dire on va unir nos forces. Ouais, c'est ça. Lui, il était encore étudiant. Moi, j'avais 2 ans de scolarité en plus. Donc, j'avais un peu plus de temps et de revenus aussi à injecter dans l'histoire. D'accord. Et du coup, j'ai bossé plus que lui la première année. Mais c'est ce qui a permis du coup de dégager 2 salaires pour que lui, à la fin de ses études, il puisse directement passer sur le projet. Et au final, vu que lui il avait l'ancienneté et que moi j'avais la surcharge de taf à ce moment-là, on s'est mis à 50-50 sur la boîte et puis on a commencé à construire là-dessus. Donc du coup, tu veux dire que vous avez créé une boîte
assez rapidement à ce moment-là. Et que vous avez pu, enfin grâce à ton travail en particulier, alors, il y avait son travail éditorial et tout ce qu'il a fait comme tu l'as dit, mais clair, notamment durant cette année, payer très rapidement vos 2 salaires. Ouais, on a eu cette chance. L'e-book, quand on l'a lancé, il a cartonné. Alors qu'est-ce que c'est un e-book? Raconte-moi. Un e-book, c'est un PDF. Donc nous, on avait fait ce qui s'appelait on était assez nul en branding à l'époque, on appelait ça le Bungle Book. D'accord. Et donc en fait, c'est un livre de 200 pages qui explique tout ce qu'il y a à savoir sur l'habillement quand on est un mec qui n'y connaît rien. Donc comment je reconnais la qualité, comment j'assortis les couleurs, comment je m'habille selon ma morphologie, etc. Donc c'est vraiment un guide pour bien s'habiller qui n'est pas imprimé. En gros, le principe. Hein, ouais, voilà, c'est un PDF. Donc les mecs payaient pour ça. Ils le téléchargent, ils peuvent le partager avec qui ils veulent, ils peuvent l'imprimer. On espère que non, mais on maîtrise jamais tout ce qui est un peu de l'ordre du piratage, quoi. Et tu le télécharges où? Sur une boutique, sur votre site, quoi. Oui, voilà, on le téléchargeait sur notre site. Et en fait, on avait fait tout un lancement avec beaucoup de relations en fait avec la communauté. On l'a vraiment fait en fonction de ce que eux ils voulaient. Alors on les sollicitait beaucoup, on leur donnait des previews, on leur donnait les états de l'avancement du travail. Et parce qu'on avait vraiment fait quelque chose qui convenait à ces gens-là, et en même temps aussi parce que ça faisait 4 ans que Benoît puis moi on répondait à toutes leurs questions, toutes leurs demandes de conseils bénévolement, sans chercher à rien gagner, juste parce que ça nous faisait kiffer et parce qu'on aimait bien aider les gens. Et en fait, quand on a lancé l'e-book, ça a tout de suite cartonné. On en a vendu pour 5 000 € par mois. 5 000 € par mois? Ouais. Et je me souviendrai toujours, on l'a lancé le 15 mai 2011. Et en fait, le 16 mai 2011, donc un lundi, moi, je commençais un nouveau boulot de conseiller en strat. Et entre-temps, j'avais pris un mois pour bosser à fond sur l'e-book avec Ben. Et du coup, le livre, on l'a lancé la veille. Et moi, en face de moi, mon premier jour de taf, j'ai la gestionnaire RH. Et elle commence à nous expliquer le fonctionnement de l'entreprise, le nom des différents grades de consultants senior plus, senior plus. Et moi, ça me fait pas trop rêver. Et pendant ce temps, j'ai mon téléphone qui arrête pas de vibrer dans ma poche. C'est dans ce moment-là où je vois ta tête et où je me dis ce serait quand même fun qu'il y ait la vidéo de temps en temps sur ce podcast, mais parce que t'as l'air très inspiré quand tu racontes ça. Ouais. Elle me raconte tout son petit truc et c'est très cadré, c'est très rigide, quoi. C'est le conseil, c'est pyramidal. Et moi, j'ai mon portable dans ma poche qui fait bzz, 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 bzz. Et c'est les ventes. C'est 27 €, 27 €, 27 €, 27 €. Et ces petites notifs PayPal, c'est ça, non? C'était, ouais, c'est les notifs PayPal, ouais. Elle a fait consultant plus. Et si vous avez de la chance, plus. Et à la fin, vous lissez votre vie et vous bossez 10 heures par jour, mais vous avez pas de capital et vous êtes juste plus. Et vous avez une grosse carte de visite, et un gros monospace et un labrador dans le coffre et tout. Et moi, je continue à entendre bzz, 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 bzz. Alors ça, pour tous ceux qui ont pas eu la chance de travailler sur un e-commerce, il y a quand même un truc qui est assez drôle. Au-delà du fait de l'argent en soi, il y a l'histoire d'une forme de succès que j'adore. Moi, je l'ai vécu avec Morphsuits un moment et sont des combinaisons en lycra que j'ai participé à importer. J'avais une licence sur plusieurs pays et puis après avec des bracelets en silicone, une marque qui s'appelait Bump, bref, que j'ai monté avec mon pote Ralph Feingold. Et en fait, quand on arrive à ce moment où on a cette application PayPal sur son smartphone, ou même les notifications par email, et que à chaque vente on reçoit une notif qui dit un montant comme ça et que ça vibre. Et j'ai vécu ça la semaine dernière avec un type avec qui j'avais un déjeuner et qui venait de lancer un produit, un calendrier en l'occurrence, et ça arrêtait pas de notifier sur son téléphone. Et à chaque fois je voyais son sourire, son petit côté. Et c'est vrai que c'est quand même un truc à vivre qui est assez exceptionnel. Ouais, au début c'est un peu une drogue et en fait. Réaliser qu'on est capable de produire quelque chose qu'on est capable de vendre. Ouais, c'est du jus de cerveau. C'est quelque chose d'unique en fait. La première fois on arrive à le faire. On sait pas qu'on est capable de produire quelque chose qui a une vraie valeur tant qu'on l'a pas réellement vendu. Et la première fois que quelqu'un nous achète notre travail, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Sachant que donc 27 € l'e-book, donc il y a pas de côté physique, donc c'est quand même
relativement cher pour un Ouais, bouquin de 100 pages. C'était pas dans quelque chose de cheap, hein. Sur les standards d'aujourd'hui, c'est clairement cher. Ça existe, ce serait plus possible. Mais en fait, à l'époque, il y avait pas de contenu sur la thématique, et en même temps, il y avait un gros taf de notre côté. Moi, j'avais un gros sourire aussi parce que j'étais à moins 3000 sur le compte en banque. J'avais payé 2000 balles de graphiste. J'avais encore un emprunt pour mon installation de jeune actif. Donc ouais, c'était rassurant aussi. Mais ouais, 27 € à l'époque, on pouvait. Mais Internet, c'est la gratuité du contenu. Donc maintenant, c'est plus possible. Et du coup, 27 €, si je fais un calcul à peu près, t'en vends à peu près 200 par mois. Ouais, c'est ça fait 5000 €. Ouais. Et 200 par mois, et ça dure un bout de temps. Ben, en fait, on a réussi à en vendre 200 par mois. Premier mois, 5000, et puis après 2000, 2005, 3000, 3500. Et puis à un moment, on a atteint un rythme de croisière à 5-6000. D'accord. Mais on savait en fait que ça durerait pas, parce que voilà, c'est pas l'ordre des choses sur Internet. Et puis les rentes, ça existe pas vraiment. Faut toujours se challenger sur Internet. Encore plus qu'ailleurs. Ça existe dans l'immobilier, mais pas sur. Les rentes sur Internet, elles finissent toujours par se péter la gueule. Ça. Ah oui, ça c'est clair. Il y a toujours un connard qui vient faire ce que tu fais en payant en gratuit. Ah ouais, c'est la règle. De toute façon. Ou en moins cher. Et du coup, on a cherché d'autres choses qui soient pas liées à de la vente de contenu. Et puis c'est là que petit à petit, on a commencé à faire des collaborations de vêtements avec d'autres marques. Vu que nous, on savait pas produire nous-mêmes, on s'associait et on co-brandait un vêtement qu'on vendait à notre communauté. D'accord. Et petit à petit, ça a débouché sur une création d'une marque en propre qui était notre rêve de passionné et en même temps qui faisait sens quoi d'un point de vue du modèle économique. Beaucoup trop vite, il nous faut tous les détails de tout ça. Non, mais c'est hyper intéressant parce que donc vous faites cet e-book, on est en 2010 à peu près. C'est ça Mai 2011. Mai 2011, oui, tu l'as dit, pardon, tout à l'heure. Mai 2011, vous faites cet e-book. Donc là, vous êtes associé. Toi, à plein temps, Benoît va arriver dans la boîte. Ouais. Toi, tu prends ce nouveau boulot. Tu le gardes combien de temps, le boulot Je crois que j'ai dû le garder 7-8 mois. D'accord, t'as fini l'année 2011, quoi. Ouais, je pense qu'ils étaient contents que je me barre aussi. D'accord, très bien, c'est honnête de le reconnaître. Et du coup, vous vous retrouvez 2012, bonne gueule à fond, votre société 50-50, et vous vous dites voilà, on a ce truc-là, on va faire des collabs et on va être les rois du pétrole. En croisant beaucoup les doigts. Et donc une collab, pour expliquer pour les gens qui sont pas aussi dans la SAP, pour moi c'est je prends une marque, je lui dis regarde, moi j'ai bonne gueule, j'ai X milliers de fans, j'ai tant d'abonnés sur une newsletter, comment c'est quoi? Ouais, c'est ça, on a une audience qui nous fait confiance parce qu'on lui est utile et qu'on joue le jeu. On lui donne des bons conseils. Voilà, et du coup, on va voir une marque et on lui dit, ben écoute, nous, on aimerait faire un produit avec toi. Ça va te permettre à la fois de toucher notre audience, parce que nous, on est écoutés. Et en même temps, on va t'acheter un stock de vêtements, donc tu vas aussi y gagner, puisque tu pourras produire du vêtement, quoi. Voilà, tu vas faire ton job. Du coup, nous, on a acheté le stock de vêtements à un prix un petit peu cassé, vu que, contrairement à un distributeur classique, on était aussi un énorme outil de communication pour les marques. Ouais. On faisait à chaque fois des sold out sur les vêtements. Et que les gens achetaient sur le site de la marque ? Non, les gens les achetaient uniquement chez nous. On a toujours tout fait de manière verticalement intégrée, donc sur nos plateformes. On communique à notre manière, on poste nos contenus sur notre plateforme à nous, on vend chez nous, etc. On pourrait y revenir aussi, mais je pense que c'est hyper important à l'âge des GAFA de maîtriser ses propres canaux en fait pour interagir et vendre à ses clients ou sa communauté. Mais voilà, on faisait tout nous-mêmes et puis du coup on achetait le produit, on le vendait et puis après on recommençait en sélectionnant à chaque fois des marques qui avaient un vrai rapport qualité-prix et puis un vrai savoir-faire. Il y a un truc qu'on aime bien, ça s'appelle le label Entreprise Patrimoine Vivant. C'est un label d'État qui est un peu une sorte d'UNESCO des savoir-faire artisanaux. D'accord. Et en fait, ça vient sanctionner positivement un savoir-faire qui se perdrait en fait si l'entreprise qui le détient faisait faillite. Et nous, on aime bien bosser avec ces entreprises-là qui ont un vrai truc, quoi, une vraie histoire et que ça se solde avec des produits qui sont uniques. Et donc certaines de ces marques-là ou de ces fabriques, sont connues. Enfin, tu peux en citer une ou deux. Par exemple, une marque assez connue à qui on l'a fait, c'est Aigle. D'accord. Qui a pas forcément quelque chose de très différenciant sur son textile, mais par contre, Aigle en fait, à la base c'est un fabricant de bottes
Et ça a été fondé par l'inventeur de la vulcanisation. La vulcanisation, c'est le procédé qui consiste à mettre du soufre dans du caoutchouc pour en faire une matière totalement élastique. D'accord. Et c'est ce petit truc qui fait qu'aujourd'hui, on a des pneus à nos voitures. Et c'est ce petit truc, à l'époque, vu que les pneus, on s'en foutait et qu'on faisait quasiment tout à cheval, ben, à la fin, au début, l'intérêt, c'était les bottes. Et donc, Aigle, ça a été à un moment le plus grand fabricant de bottes dans le monde. Voilà, c'était un succès dément. Ils ont encore leur outil de fabrication de bottes à Châtellerault dans l'Ain. Et voilà, c'est des bottes à l'ancienne, quoi. Typiquement, ça, c'est un savoir-faire. Après, il y en a d'autres. Par exemple, il y a un drapier qui est génial qui s'appelle Jules Tournier, qui continue à faire ces draps en laine très épais, très beaux, depuis plus de 250 ans. Il y en a d'autres, c'est certaines techniques de couture de chaussures et de tannage du cuir qu'on va avoir en Alsace, par exemple, chez Eschung. Il y a plein de gens comme ça, quoi, en France. Alors, s'il y en a d'entre vous qui doutaient encore de l'expertise et de l'authenticité du contenu qu'il y a sur Bonne Gueule et des connaissances de Geoffrey et de Benoît, ben voilà, vous avez la preuve que c'est pas du bullshit. Enfin, c'est surtout un kiff, en fait. Et puis, l'expertise. Tu les as vus, ces gens-là? Ah oui, c'est des gens qu'on connaît, qu'on aime, avec qui parfois on se fait des bouffes. C'est des gens qui sont dans le vrai, quoi, qui sont dans le jus, c'est des métiers de passion, c'est parfois des métiers durs. Mais c'est pas des métiers ingrats parce que c'est des beaux métiers. Alors c'est vraiment passionnant tout ce que tu me racontes parce que je pense qu'il y a quand même deux sous-jacents moi que j'aime énormément. D'abord le contenu et la force du contenu, c'est la base de Bonne Gueule. C'est-à-dire que vous avez un contenu qui est là, vous produisez beaucoup. Que ce soit, donc, on parle de e-book, on a parlé de contenu quotidien ou hebdomadaire sur le blog, sur le site, etc. Et dans ce contenu et dans tout ça, il y a le lien, la confiance, l'authenticité que tu as avec tes lecteurs. Ouais, c'est vraiment les deux clés du business. Ouais. Et je pense que malheureusement, c'est des choses, tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais que pas mal de magazines ou quelques magazines de mode, pas tous, faut pas généraliser, mais en particulier dans la mode, la beauté, il y a eu un lien qui a été rompu à un moment, qui a été dit, voilà, si tu bosses avec telle marque, tu vas avoir du bon contenu, et si tu bosses pas avec eux, si on vend pas de pub à telle marque, tu vas pas en avoir. Et vous avez réussi à recréer potentiellement ce lien, mais c'est ce qui fait la force, c'est-à-dire que dire, ok, moi je vous balance des trucs, je crois en telle marque, je crois en telle expertise, en tel label, le patrimoine vivant, je connaissais absolument pas, mais je trouve ça hyper intéressant et je défends des valeurs et quelque part, le succès est en retour et c'est très vertueux en fait. Ouais, il y a un vrai truc vertueux parce qu'en fait, il y a pas de conflit d'intérêt, quoi. On n'est pas payé pour dire du bien d'une marque ou d'une autre. Du coup, on peut dire ce qui est vrai et je pense que c'est bizarre aujourd'hui que la plupart des médias, leur principal centre d'intérêt, ce soit pas leur lectorat, mais ce soit leurs annonceurs. Moi, j'ai petit déjeuner un moment avec un des cadres dirigeants d'un très très gros groupe de presse qui commence par W. Ouais. Et je me souviens qu'il avait dit, nous, on a 3 priorités. C'est d'abord Google c'est d'abord les annonceurs parce qu'ils nous amènent le pognon. Ensuite, c'est Google parce qu'ils nous amènent le trafic. Et ensuite, c'est le lecteur. Voilà. Enfin, c'est un peu un consensus aujourd'hui. Ça tend à changer parce que le web s'assainit. Mais quelque part, c'est choquant. On se marche quand même un peu sur la tête, quoi. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, la plupart des gens qui raisonnent comme ça ont rajouté un acteur avant le lecteur qui est Facebook. Ouais, entre c'est clair. Google et le lecteur, et oui, puisque c'est les sources de trafic. En effet, le problème, c'est que leur modèle économique repose sur la pub. Donc, celui qui les paye, c'est pas forcément, pour beaucoup d'entre eux, c'est pas forcément le lecteur. Donc, je dis pas que c'est une bonne chose, mais c'est un fait. Et je partage forcément cette approche, c'est que le succès des GAFA fait que généralement, GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et Apple, se sont toujours concentrés sur un bénéfice
direct, en tout cas, même s'il y a des effets pervers autour, mais pour l'utilisateur final. L'utilisateur a toujours cette sensation d'avoir quelque chose d'extraordinaire entre ses mains pour un prix qui en vaut le détour. Ce qu'on appelle être user-centric, donc centré sur l'utilisateur final. On sent que c'est vraiment quelque chose d'important et de sous-jacent chez vous. Mais alors du coup, vous faites cet e-book, vous vous lancez dans ces collabs. Donc c'est quoi la première collab ? La première collab, c'est un jean avec une toute petite marque qui s'appelle Renzen. Française ? Ouais, une marque française qui a une toute petite boutique rue Beaurepaire. Et en fait, à l'époque, on faisait notre voyage de fin d'études entre copains dans l'ouest californien. D'accord. Beau voyage. Ouais, l'ouest des US. Et du coup, le seul truc qu'on avait dans nos valises, c'était ce jean. Et en fait, on l'a shooté dans tous les parcs nationaux. On allait visiter les archives de Levi's pour le remettre dans son contexte historique. On allait interviewer des designers. On l'a shooté dans plein d'endroits. Et puis en fait, du coup, on a fait une sorte de contenu à 360 degrés autour du produit. Et c'est ce qui fait que ça, plus tout l'historique de relations avec la communauté, le jean, en fait, au final, les 150 jeans sont partis en moins de 48 heures. Et on pouvait encore en vendre 350 de plus parce qu'il y avait encore des mecs qui avaient cliqué sur le bouton PayPal avant qu'on l'enlève sur la bonne taille. À l'époque, on faisait les choses de manière très 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 artisanale. Le e-commerce, ça s'invente pas. Et du coup, tu vends ces 150 jeans en 48 heures. T'en vends un peu plus du coup ? Tu fais quoi ? T'en reproduis d'autres ? Ils étaient déjà produits ? Non, je rembourse les gens en m'excusant platement. Et de toute façon, on n'arrivait même pas à livrer ceux qu'on avait vendus parce que PayPal avait cru qu'on était une fraude, qu'on était un scam, et nous avait bloqué tous nos avoirs. Donc on n'avait pas de sous pour payer le transporteur qui nous permettait ensuite de recevoir la marchandise qu'on voudrait livrer. La magie du e-commerce, qu'on s'amène. Ouais, merci PayPal. Dédicace. Et ouais, bon, finalement, on s'en est sorti, on a mis la main sur la trésor et puis après on a avancé, quoi. D'accord. Et du coup, vous en avez reproduit après de cette série ou... Non, par contre, on est passé sur d'autres choses, des t-shirts, des sneakers, et puis après, on a petit à petit développé tout un vestiaire. Et d'accord. Et du coup, ça, c'était avant de faire en marque propre, des collabs petit à petit que vous vendiez chez vous. Souvent, ça partait directement. Ouais, ça partait très souvent en moins de 48 heures. Donc le mode, c'est à ce moment-là, on est entre 2012 et 2014, 2015. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, le mode, c'est on parle de fringues, on reste un blog, un média de fringues pour hommes, de mode pour hommes plus que de fringues. Donc voilà, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que je porte pas, voilà. Et en plus, on fait des collabs avec certains, avec toujours cette importance de dire, c'est pas parce que je bosse avec Aigle que je vais dire que leur collection est bien. Oui, exactement. Après, si on les a sélectionnés, c'est qu'on aime certains de leur savoir-faire. Par exemple, voilà, ils sont excellents sur le vêtement de pluie parce que c'est leur cœur de métier. Mais par exemple, on va pas forcément cautionner chaque ligne de vêtement d'une marque donnée, quoi. On reste critique. Ok. Et du coup, ça se passe comment ? C'est combien de collabs par an, par mois On en faisait une par mois. D'accord. Et ce qui était génial, en fait, c'est que c'est le rêve de tout e-commerçant, c'est qu'on était en excédent de fonds de roulement. Ça veut dire que vu qu'on payait les collabs après les avoir lancés et vu qu'on vendait tout de suite, et ben en fait, on recevait l'argent de la collab avant d'avoir payé le produit. Donc en fait, on n'a pas eu besoin d'aller voir les banques ou d'aller voir des investisseurs avant un bon moment. Grâce à cette logique du coup qu'on appelle l'excédent de fonds de roulement, et ça nous a permis de grandir assez vite. Pour être moins technique, mettons que tu vendes un je sais pas moi, un pull à l'entrée de l'hiver en novembre. Toi, ton fournisseur avec qui tu faisais le pull, tu le payais en janvier parce que c'était le deal que tu avais avec lui. Toi, tu vendais en novembre, donc tu avais l'argent qui rentrait sur ton compte en novembre. T'envoyais les produits dès novembre et en fait, tu avais un excédent sur novembre-décembre qui faisait que tu n'avais pas besoin de demander à une banque l'argent pour payer ton fournisseur avant d'expédier. Exactement. Donc c'était complètement génial. Ça nous a permis de grandir sainement, vite aussi, sans apport externe, donc sans ouvrir le capital à d'autres personnes. Et du coup, on a eu le loisir de le faire seulement plus tard quand c'était pertinent, quoi. Et du coup, tu passes là, tu parlais de jeans, on parle de 150 jeans.
Et tu passes à quoi? À 200, 300, 2000? Comment c'est quoi? Ouais, voilà, progressivement ça augmente. Là aujourd'hui, chaque mois, on vend plus de 3000 pièces, quoi. D'accord. 3000 pièces par mois et pas que en e-commerce désormais. Exactement. C'est-à-dire que on fait des vêtements qui ont beaucoup de valeur ajoutée. Et les gens qui les consomment sont des gens qui veulent toucher, essayer. Et c'est pas des choses qu'on peut faire avec le e-commerce. Et le e-commerce, même si on le bosse super bien avec les retours offerts, avec le petit bordereau préimprimé, avec tout ce qu'il faut en fait pour déstresser les gens et leur donner une super expérience, ça reste une expérience qui est un peu bancale, quoi. Ça reste un moment. Tu peux pas essayer ta chemise, quoi, devant voilà, un miroir. tu peux pas l'essayer. Enfin, si tu peux, mais c'est chez toi et avant de sortir ta carte bleue, t'hésites un peu. Voilà. Du coup, au début, on a accueilli les vêtements on a accueilli les gens dans notre cave du Sentier où on avait notre premier bureau, dans la Silicon Sentier et en fait, assez rapidement, cette cave, c'est devenu une boutique qui faisait 20 000 euros par mois. Donc, c'est plutôt beaucoup pour une boutique. Donc, on s'est dit qu'on allait en ouvrir une vraie, dans un vrai endroit avec du vrai trafic. Donc, dans le Marais, à Paris. Et ça s'est mis à très bien fonctionner. Et petit à petit, on s'est mis à en ouvrir d'autres. Quelle adresse dans le Marais? 15 rue Comines. C'est tout en haut de la rue Vieille du Temple. Et donc maintenant, on a aussi une boutique à Lyon, une autre à Bordeaux, une deuxième à Paris en face de la première qui était devenue trop petite. Là, on regarde Lille. Et en fait, les boutiques, c'est hyper important parce que ça permet aux gens de toucher, d'essayer. Ça permet de leur donner encore plus de conseils. Par exemple, les mecs, ils peuvent prendre rendez-vous 1 heure avec un de nos conseillers en style qui sont pas des gens qui sont objectivés au chiffre d'affaires, ils sont juste objectivés à la satisfaction client. Donc les mecs peuvent prendre rendez-vous d'1 heure, poser toutes les questions qu'ils veulent, même si ça a rien à voir avec notre marque. Et voilà, on met en place plein de services en boutique. Pareil, des retouches, des gens qui réparent la maille, des choses comme ça. Et en même temps, ça permet d'avoir un écrin aussi qui est plus sympa pour notre marque de vêtements. Et puis ça permet vraiment de projeter encore plus nos valeurs, nos convictions dans un lieu physique qui nous ressemble. Alors c'est ça qui est fou parce que on va revenir sur ta approche coaching qui m'intéresse. Je crois qu'on a encore zappé. Tu vas beaucoup trop vite dans tes. Désolé. Non, sois pas désolé. C'est moi qui mène mal cet entretien. Fallait pas me servir du vin blanc. C'est vrai. On l'a pas dit, mais pour une des premières fois dans ce podcast, on a ouvert une bouteille avant de. Voilà. Donc si vous nous entendez chanter à la fin, ce sera normal. En fait, vous avez coaché à un moment des gens, et ça fait partie aussi de votre modèle économique. Mais ce qui me fait marrer par-dessus tout dans tout ce que tu dis, c'est que vous avez toujours mis les choses à l'endroit. Je reviens sur l'épisode précédent avec Marc Fournier, qui dit l'important c'est de tester, de trouver son marché. Ce que tu me racontes, que je connaissais absolument pas sur ce showroom, qu'on va appeler showroom ou cave du Sentier, c'est vraiment de dire, en fait, vous vous êtes dit faut accueillir les gens parce qu'ils veulent tester, donc on teste. Puis là t'arrives à faire 20 000 euros par mois, donc t'ouvres une boutique. Tu te dis pas je vais ouvrir 10 boutiques alors que tu sais pas ce que ça va donner. Donc c'est assez marrant de se dire vous avez toujours eu ce côté un peu pirate. Je pense se dire vous avez, si je voulais te bousculer un peu, je pourrais dire vous avez pas pris tant de risques que ça en fait. Non, mais d'un côté faut être audacieux en fait sur la nature du modèle économique, sur l'innovation, sur tout ça. Ouais. Mais en même temps, faut pas s'inventer une vie, faut pas manquer d'humilité et se dire mon idée est géniale, elle va forcément marcher. Faut la tester à petite échelle et la développer quoi. On peut faire des trucs clivants, mais faut pas se jeter d'un coup dans la piscine quoi. Faut d'abord tremper le doigt. Voilà. Je pense que c'est exactement ce que je voulais entendre, mais je pense qu'on est vraiment dans quelque chose où qui est très bien construit, très rationnel, et c'est hyper intéressant. Revenons sur cette histoire de coaching alors, parce que j'ai cru voir quelque part que tu parlais de ce coaching un peu à la M6. Comment s'appelle cette Ouais, Christina Cordula. Et voilà. Alors ce truc traumatisant qu'on voit de temps en temps pour ceux qui regardent encore la télé. Vous avez joué à Christina, cette brésilienne. Ouais, alors on faisait pas ma chérie en cassant le poignet, mais en fait on accompagnait des mecs dans les boutiques, on les rendait autonomes en fait sur le rachat. Pardon ?
Sans les filmer. Non, sans les filmer. Et puis les gens, souvent, quand ils viennent nous voir, parfois ils sont un peu timides, c'est un peu intimidant, quoi, de débarquer et de se dire, ouais, les mecs, ils donnent plein de conseils en style, ils doivent me juger selon comment je m'habille. Enfin, il y a plein de croyances parfois chez les gens. Donc faut les mettre à l'aise et leur montrer qu'on est là pour les aider, pas pour les juger. On n'aime pas d'ailleurs le côté trop professoral, trop coach. On se voit plus comme des tuteurs, quoi, des copains qui filent un coup de main. Même si ça c'est dans le cadre de coaching, quoi, qui sont rémunérés. Et donc en fait on les trimballait dans les boutiques, on leur apprenait à choisir chaque vêtement en fonction de la qualité. Et puis à la fin, l'objectif c'était pas de les faire redépenser un deuxième coaching, c'était plutôt de les rendre autonomes. Et nous, ça nous a filé plein d'infos. On a appris à bien connaître les peurs des mecs, leurs besoins, ce qui leur rend service, ce qu'ils aiment pas acheter. Et ça nous a aussi filé plein d'idées sur la boutique qu'on a construit plus tard. On a un peu fait une anti-boutique, un anti-média par rapport à ce qui se faisait sur le marché. Et alors ça, on revient sur ce côté finalement très rationnel, c'est de se dire, vous avez fait ça un peu au feeling, en vous disant on va faire du coaching. C'était payant. Ouais. C'était quoi le modèle? On te payait C'était 500 € et en fait c'était toute une journée avec une demi-journée aussi en amont de préparation parce que les mecs. Et il y avait pas de vêtements inclus dedans. Non, mais tu formais ton client à comprendre comment il faut se saper, ce qu'il faut faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce que sa mère aurait dû faire, ou son père, mon peut-être. Et le temps, ça vaut cher, hein, avec les charges sociales. C'est pas à toi que j'apprends ça, vu que tu embauches des gens qui font de la prestation intellectuelle. Et par contre, on voulait pas facturer sur un pourcentage des vêtements qu'ils achètent parce qu'on voulait pas non plus les pousser à la dépense, quoi. Et donc, faut quand même trouver le client. Mais en effet, c'est un truc qu'ils avaient pas eu dans leur éducation, quoi, par leur père ou leur mère. Non, mais il y a eu une espèce de fossé, en fait, dans les années, je sais pas, 60, 70, 80. Il y avait encore le père qui coachait le fils, enfin qui coachait, on appelle pas ça comme ça, mais qui lui faisait son éducation, quoi, qui l'éduquait. Il y avait encore, avant l'émergence du prêt-à-porter, on allait chez le tailleur ou alors on achetait des vêtements de travail. Mais on avait en face quelqu'un qui avait une vraie mission de conseil au-delà de vendre, parce que le mec il se disait, l'objectif c'est qu'ils reviennent, c'est que je sois leur guichet unique. Ouais. Et puis ensuite, il y a eu un truc avec l'émergence du prêt-à-porter, de la publicité, de tout ça dans les années 80, 90, 2000. Et les débuts du web, qui étaient un peu cracra, ça a pas aidé non plus. Où en fait, on s'est mis à vendre n'importe quoi juste parce que des stars les portaient, juste parce que les marques, elles avaient même plus à prouver en fait la qualité du produit, elles avaient juste à être cool. C'est vrai ce que tu dis. Il y a un moment où finalement, pour les plus âgés d'entre nous, et peut-être ceux qui étaient en région, j'aime beaucoup le terme qui est nettement plus beau qu'en province, mais qu'avait ce magasin multimarque où t'avais un peu ce conseiller qui te disait une année faut mettre du Levi's, une autre année faut mettre du Liberto, qui t'emmenait dans un truc. Alors en effet c'est ce qu'il vendait, mais il avait quand même ce truc où il suivait lui-même parce que c'était sa caution, un peu comme vous le faites vous, mais il suivait un peu la mode et les bonnes marques pour essayer et donc du coup tu allais d'une année à l'autre chez lui. Et ça existe plus. Il y a un reflux, quoi. La mode. Maintenant, les gens ils se disent, la mode, ok, mais la qualité, là où il y en a pas. On revient vers un propos qui est plus rationnel. Et les gens aussi sont plus éduqués parce qu'on les éduque aussi. Et maintenant, on revient vers des choses, où on veut des choses belles, mais on veut aussi des choses qui tiennent, qui soient éthiques, qui soient durables. Le consommateur, il reprend le contrôle de sa consommation. Tout comme les gens qui en ont marre d'acheter des plats cuisinés chelous avec des machins bizarres dedans, maintenant ils veulent faire les marchés bio, discuter avec le producteur. On incarne cette tendance-là en fait, mais dans le vêtement. Ce qu'on a vu avec Sébastien Copp de Veja sur 2 épisodes de ce podcast, en effet, où on va chercher un peu plus loin que juste le style. On surfe et on entretient la même vague. Ouais. Et raconte-nous juste, tu as donc fait ces coachings toi-même, certains? Ouais, moi j'en faisais, Benoît aussi. T'as bien 1 ou 2 trucs croustillants, enfin.
C'est plus émouvant parfois en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont persuadés qu'en fait être beau ou avoir un bon style, c'est pas pour eux. Et au début, les premiers vêtements qu'on leur fait essayer, ils sont super flippés. Dès qu'il y a quelque chose qui est simplement à leur taille, ils ont l'impression qu'ils sont engoncés ou que les gens les observent parce que d'un coup, il y a un peu un effet avant-après quoi quand ils se voient dans le miroir. Et à la fin de la journée, la personne s'ouvre, c'est presque elle qui nous suggère certains achats un peu plus style, un peu plus fort en termes de design. Ça c'est assez cool. Une vraie preuve de succès. Et ouais, et le plus beau, enfin il y a encore beaucoup de gens qui nous disent merci, ou parfois qui nous disent ben voilà j'ai pris confiance en moi à partir du style. Souvent c'est comment dire, on change pas des vies, voilà, on parle de tissu, de mode, de qualité, on n'est pas en train de faire un truc profond quoi, on n'est pas en train de résoudre la faim dans le monde, mais souvent en fait se sentir bien dans son image, c'est la petite étincelle qui d'un coup enclenche une démarche d'amélioration, d'évolution personnelle et de prise de confiance. Et comme parfois on est cette étincelle-là, il y a un lien très fort en fait qui reste entre les gens et nous, et ça nous fait vraiment super plaisir quoi. Ça c'est touchant. Mais il y a dans tout ce que tu dis là, il y a une dimension psychologique énorme. Je veux dire, si j'entends ce que tu dis, un des problèmes peut-être de beaucoup d'hommes, c'est de porter des vêtements trop grands. Donc peut-être de cacher, je veux pas faire de la psychologie de bas étage, mais de cacher un certain nombre de choses. Et vous leur dites, arrête de faire ça, quoi. Ouais, arrête de faire ça. Enfin, tu peux être, un peu rond, un peu en surpoids, mais tu peux tout à fait avoir ton style et ça sert à rien de te cacher sous une grosse polaire qui fait 3 fois la taille que tu devrais porter, quoi. Enfin, tout le monde a le droit de se sentir bien. C'est un peu ça le propos qu'on défend. Sachant qu'il y a quand même un truc qui est très important dans Bonne Gueule pour ceux qui connaissent pas encore, qui sont pas allés voir le site, et c'est que on va souvent assimiler la mode homme alors parce que c'est un terme qui est peut-être un peu péjoratif, mais ce qu'on va appeler le modeux ou un truc un peu ce mec qui est un peu overstylé, too much, qu'on fait vraiment trop quoi. Vous êtes pas du tout dans ce registre. Non, nous la mode on la voit plutôt comme un pont entre les gens. Voilà, c'est un fait. Les gens, quand ils connaissent pas la personne, la seule info qu'ils ont, c'est son image, son apparence, et du coup, on juge sur cette première info. On le fait plus ou moins tous, quoi, même si il y a plein de gens qui pensent le contraire. Et du coup, nous, en fait, notre propos, c'est que tout le monde ait le droit de faire une bonne première impression, de se sentir bien, de pas se sentir regardé, se sentir à l'aise. Et après, la mode, c'est pas non plus un gros mot. Nous aussi, on aime bien parfois s'exprimer avec du vêtement, aller vers des choses plus fortes. Et du coup, parce que c'est un amusement, parce que c'est aussi une manière d'exprimer sa personnalité une fois qu'on est sorti de la peur d'être jugé. Et on essaie vraiment de couvrir les deux aspects, quoi. Il y a aussi plein de gens qui nous posent des questions très très modeuses. Et on y répond, et c'est parce que c'est fun aussi. Il y en a parfois qui prennent vraiment goût aux vêtements. Genre ils viennent nous voir, ils sont en mode, ils achètent leurs vêtements dans des grandes chaînes de magasins de sport. Ouais. Et puis à la fin, ils sont en mode, je me paye du costume sur mesure avec des motifs fantasy. Il y a des gens qui en font vraiment un kiff. Et nous, ça nous fait marrer, quoi. On aime bien, quoi, que les gens se prennent au jeu. Donc vous êtes très ouvert. Dans vos styles à vous sur le site, et ce que je vois de toi aussi souvent, les peu de fois où on s'est vu, mais vous êtes souvent assez sobre quand même si dans un ton mode, mais c'est pas forcément uniquement ce que vous travaillez. Non, nous, notre vrai kiff, c'est les très belles matières, très très authentiques, avec du grain, avec de la patine, une mode assez masculine, quoi, mais qui fasse pas non plus bûcheron. Et mais par contre, pour nous la mode, ça doit pas être se déguiser, quoi. On n'est pas là pour s'habiller en Bozo le clown, on est plutôt là pour que les gens se disent ah ouais, il a un bon petit style, quoi. Voilà, c'est ça qu'on veut donner aux gens. D'accord. Et du coup, vous avez aujourd'hui
cette sorte d'obsession de l'intégrité. Tu as dit ça tout à l'heure. Vous êtes obsédé par l'intégrité. Ça se transcrit comment dans le business, dans les gens avec qui vous travaillez, que ce soit peut-être votre relation avec vos fournisseurs, vos employés, plus généralement dans le statut de l'entreprise, la politique. Ah, ça se retrouve. Je suis jugé parti quand je te réponds à cette question, mais ta vision. Quelle est ta vision ? Ma vision, c'est que ça se retrouve partout. Ça se retrouve avec nos prestataires qui deviennent plus des partenaires que des prestataires. On n'essaye pas à chaque fois de négocier jusqu'au dernier centime chaque truc, parce qu'à un moment, les gens, faut qu'ils aiment travailler, faut qu'ils aient des raisons de le faire. Donc on cherche plus à entretenir des bons partenaires dans la durée. On estime que un vêtement de qualité, ça s'achète aussi à un certain prix, parce qu'à un moment, si on écrase le prix, on écrase aussi quelqu'un. Qui peut être à l'autre bout du monde. On veut aussi maîtriser tous nos sourcings. On se débrouille pour que chaque atelier, chaque tisserand qu'on utilise, on s'y rende physiquement, on fasse des vidéos, on se documente, on regarde les labels, on regarde le respect des conditions sociales et environnementales. Par rapport à nos salariés, on leur donne des responsabilités. Même les gens qui sont dans nos boutiques, je prends cet exemple parce que souvent les vendeurs dans les boutiques, c'est considéré comme des jobs de seconde zone par beaucoup d'entreprises de mode. Nous, on voit pas ça comme ça. Nous, on pense que les gens dans la boutique, ils ont un rôle qui est hyper important parce que c'est eux qui incarnent le visage de la marque. Donc on leur donne plein de responsabilités, on les écoute, on leur donne plein de missions. Par exemple, dans les boutiques, on a un mec, par exemple, il a fait HEC. Et il est conseiller en style et à côté, il a des missions de développement durable. Et c'est lui qui va te remonter aussi les infos du client, content, pas content, j'imagine. Ouais, exactement. On leur demande beaucoup plus que simplement vendre. Enfin, j'ai même envie de dire, s'ils vendent, on n'est pas content. Ouais. Parce que s'ils font que ça veut dire qu'ils sont trop push. Et nous, on veut que les gens reviennent. On veut pas que les gens se sentent forcés et qu'à la fin, une fois qu'ils rentrent chez eux, ils regrettent et ils se sentent bêtes d'avoir acheté un truc dont ils avaient pas vraiment envie. Ce truc qu'on a tous vécu, en effet, ouais. À se faire un peu pousser trop et à acheter ce truc qu'on portera jamais, en fait. Ouais, parce qu'on vous a dit que ça se portait comme ça cette saison ou je sais pas quelle bêtise, juste parce qu'il y avait plus la bonne taille en stock, quoi. Et d'ailleurs, là-dessus, alors, 2 points. Vous, aujourd'hui, vous produisez, tu le disais, potentiellement à l'autre bout du monde. Ouais, mais au Japon, ouais. Au Japon, tu produis pas, je sais pas moi, quels sont les, quel est ce pays ou au Bangladesh ou si peut-être, mais dans des conditions spécifiques. Enfin. Ouais, alors. Je dis le Bangladesh parce que c'est souvent décrié, peut-être l'Inde ou enfin voilà. Ouais, non, je vois ta question, je comprends. Nous, en fait, notre obsession, c'est pas le made in, c'est le made how. C'est pas où c'est fait, c'est dans quelles conditions c'est fait. D'accord. Et aujourd'hui, il y a des bons savoir-faire dans beaucoup d'endroits. Par exemple, les meilleurs soies du monde, c'est le Vietnam et la Thaïlande. Pourtant, un made in Vietnam, ça fait pas forcément vibrer les gens. Les meilleurs pour monter des tissus techniques ou pour faire du tricot, il y a les Italiens sur le tricot, mais il y a aussi les Chinois. D'accord. Et je parle pas de low cost, je parle de qualité. Donc nous, avec des savoir-faire ancestraux, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, on bosse pas forcément avec des boîtes chinoises ou autres, mais voilà, on va là où sont les qualités. Et puis si un jour on doit sortir 1000 ou 2000 vêtements techniques avec des coutures étanches très bien faites, on n'aura même pas le choix de le faire en Europe parce que c'est pas forcément un savoir-faire qui existe et qui est bien fait. Par contre, on sait qu'on le trouvera en Chine. D'accord. Et aujourd'hui, on bosse avec 2 pays qui sont un petit peu moins, on va dire, valorisables que d'autres. On a à peu près 5% de notre prod qui est faite en Thaïlande et au Vietnam et en Tunisie. Mais c'est pareil, c'est parce qu'il y a des savoir-faire uniques, quoi. Le Vietnam, c'est un atelier qui est tenu par des Japonais. Donc nous, on a nos tisserands japonais qui expédient au Vietnam. Il y a cet atelier japonais situé au Vietnam qui produit, ça va permettre d'économiser du bilan carbone. D'accord. Et en Tunisie, c'est des mecs qui savent monter depuis 30 ans pour l'industrie du luxe des matières qui ont du stretch. D'accord. Pareil, c'est un savoir-faire très précis qu'on trouve pas forcément en Europe.
Donc ouais, il y a des enjeux, quoi. Quand on va quelque part, on y va pour une raison. On n'y va pas pour casser les prix, quoi. Et la plupart du temps, enfin, il y en a beaucoup d'entre eux que tu as visités ou directement ou indirectement. Ah ouais, on les visite tous, hein. On y est allé en Tunisie. Là, au Vietnam, ça fait un bail qui nous disent quand c'est que vous venez, c'est prévu. On va y aller l'an prochain. Ouais. D'accord. Et l'autre point dans toute cette chaîne de valeur, c'est que vous avez un avantage concurrentiel par rapport à beaucoup de marques quand même, c'est que vous vendez en propre. Vous n'avez pas d'intermédiaire. C'est quand même quelque chose d'important dans la chaîne de valeur parce que quand tu t'appelles Levi's, Aigle ou peu importe les marques que tu as citées depuis tout à l'heure, la plupart du temps, alors même si ces deux-là en l'occurrence ont leur magasin en propre, certains, quand tu vends dans ton magasin en propre, tu touches 100% du bénéfice qui a été fait, moins la TVA, hein. Donc si quelqu'un achète un jean 100 €, et ben toi tu vas toucher 80 en tant que bonne gueule. Quand tu es un revendeur comme Levi's et que tu vends chez quelqu'un d'autre, tu vas toucher 100 moins la TVA 80 moins la marge du type qui vend qui va être de 40 au moins. Donc finalement toi tu touches 30. Donc vous, c'est vrai que du coup dans ce delta vous avez un avantage compétitif intéressant. Ouais, après c'est un avantage qui est parfois un peu galvaudé. D'accord. C'est-à-dire que maintenant il y a plein de marques qui se lancent, qui disent ouais, on coupe les intermédiaires, on vend en direct, etc. Je sais pas, je vais pas citer des noms, mais il y a plein de grosses marques du sentier. Une marque très connue pour ses couples dans la publicité. Oui. Qui a pas d'intermédiaire. Ça empêche pas de faire des marges à x8, x9, quoi. Oui. Donc ouais, on va dire ça peut être un avantage. Le vrai avantage aussi, c'est que ça permet d'avoir la maîtrise de toute la chaîne de valeur. Ouais. C'est-à-dire que quand on vend en direct à ses clients, on capte pas seulement de la marge, on capte aussi de l'information. Et cette information, ça permet de directement s'en servir pour mieux produire, corriger quelques défauts, ajuster des coupes. Ça, c'est super puissant. Et par contre, le vrai gros avantage qui nous permet de casser les prix en fait sur le haut de gamme, c'est de pas avoir de coûts d'acquisition qui s'envolent. On n'est pas en train de faire des campagnes de pub affolantes avec des stars ou des choses comme ça. Peut-être qu'un jour on en fera, mais toujours avec des logiques très très héroïstes. Si on dépense 1 €, on veut qu'il en rapporte. Parce que si la campagne elle rapporte pas d'argent à l'instant T, ça veut dire que c'est le rapport qualité-prix du vêtement qui en pâtit parce que l'argent faut bien le tirer quelque part, quoi. C'est toujours ce lien d'authenticité que vous avez aussi et cette gestion un peu en bon père de famille que vous avez développé depuis le début avec étape par étape, pas à pas, on lance les choses petit à petit. Mais nous, en fait, 97% de notre trafic, il vient de deux manières. C'est via le média et via le bouche à oreille. Et en fait, nous, notre truc, c'est de maximiser à fond la qualité et le service client et les services en général pour que les mecs, en fait, reviennent et en parlent autour d'eux. Et ça, en fait, ce qui est considéré comme un poste de coût par beaucoup de marques, le service client, où ils essayent de sourcer les call centers ou les machins et tout. Nous, on le voit, en fait, comme un canal d'acquisition parce que c'est ce qui fait qu'il y a une boucle de valeur qui se crée où les gens vont nous envoyer leurs amis. Et l'autre truc, c'est que le média, vu qu'on est le plus gros entre guillemets influenceur sur le sujet, on a mécaniquement des tonnes de gens qui viennent nous voir sans qu'on ait rien à payer, alors que d'autres devraient claquer des tonnes et des tonnes de campagnes Facebook, quoi. Et même quand on fait des campagnes Facebook, elles sont beaucoup plus efficaces parce que les gens nous connaissent déjà via le média. Donc on arrive en fait à être ultra rentable sur toute la ligne, tout en étant très agressif sur le rapport qualité-prix. C'est ce point sur le service client, je tiens à noter juste pour ceux qui l'ont pas lu. Alors il y a deux lectures que je voudrais proposer à ceux qui nous écoutent. C'est une plus courte, quoi qu'elle est assez longue, Jonathan Lefebvre sur Medium, qui est un ancien de Captain Train, qui est devenu Trainline et qui explique l'obsession du service client chez Captain Train. Et donc c'est un long article parce que je crois que c'est 30 minutes de lecture quand même. Mais ça vaut le coup. Mais ça vaut le coup. En gros, comment transformer son service client en canal d'acquisition et en élément de vraie croissance pour l'entreprise plutôt que de laisser les gens se plaindre et les traiter n'importe comment. Et puis éventuellement pour ceux qui ont un peu plus de temps et de passion, un livre de Tony Hsieh, qui est le fondateur de Zappos,
qui s'appelle Delivering Happiness ou l'entreprise du bonheur. Je crois qu'on trouvera chez tous les bons libraires et le très gros libraire en ligne également. Et donc Tony Hsieh, c'est un nom que je pourrais pas vous épeler parce que c'est compliqué. H-I-S-E-H, je dirais. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et qui est vraiment pour moi une bible. Je vous recommande vraiment de le lire pour ceux qui veulent toucher un peu au e-commerce et qui touchent de près ou de loin au service client. Tout ça, c'est assez fou. Vous avez monté ça tous les deux. Aujourd'hui, vous avez levé de l'argent. Ouais, en fait, à partir de 2014, on a petit à petit remplacé le modèle des collaborations, qui était en excédent de fonds de roulement. Donc, on avait l'argent avant de payer les stocks par notre marque en propre. Et là, on est sur des dépenses qui sont bien en amont. Du coup, on a commencé à avoir des besoins de trésorerie. Et quand on a une entreprise qui à l'époque doublait chaque année, même plus. En chiffre d'affaires, en employés, en tout. En tout. Ouais. On a beau être rentable, en fait, on n'a jamais de trésorerie. Parce que si on veut continuer à grandir, à chaque fois, il faut acheter 2 fois plus de stock. Mais le stock, on le vend pas à l'instant où on le paye. Donc, à chaque fois, on se retrouve à engager beaucoup plus de dépenses que les revenus qu'on a au présent. Et donc, on a levé 900 000 euros quand on faisait déjà 2,1 millions. Et chiffre d'affaires, d'accord. Ouais, avec 3 types de personnes. Donc des business angels, donc d'un côté des entrepreneurs chevronnés du web et de la mode, comme le fondateur de Showroom Privé, de Au Féminin ou de Ami. Et d'un autre, la BPI, donc qui est la Banque publique d'investissement, qui aide beaucoup les entrepreneurs en France, qui est un super organisme. Et puis aussi des anciens chefs d'entreprise à la retraite qui ont une vision très terre à terre et qui nous remettent un peu parfois les yeux en face des trous avec de la bonne vieille logique. On a dit ton âge, tu as quel âge, Geoffrey ? J'ai 31 ans. D'accord. Donc tout ça s'est passé quand même très jeune. Hein. Ouais, ce qui a pas toujours été du coup facile. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que tu t'es mis à faire de la confection, on appelle ça de la confection, ouais. Avec donc des producteurs autour de toi, en France et à l'étranger, on en a parlé. Mais c'est un métier que tu connaissais ou que vous ne connaissiez absolument pas. Non, on a appris la direction artistique, on a appris le e-commerce, on a appris la confection, on a appris le média. Avec deux types qu'on fait, Matsup, Matspé, ton associé aussi ou... Lui, il a fait des études de marketing. D'accord. Avant, ouais. Mais en fait, le truc qui est bien, c'est qu'on l'a pas appris, on l'a un peu inventé à notre sauce. Ouais. Et finalement, le fait de pas avoir fait d'études de e-commerce ou de mode, ouais, ça fait qu'on n'a pas eu des automatismes où on s'est dit faut vendre à des multimarques ou bien le site faut qu'il soit comme ça. Ça nous a forcé en fait à réfléchir. Et le problème avec les automatismes, c'est que c'est un peu ce que je disais avant, c'est qu'un automatisme, c'est ce que fait tout le monde. Oui. Et encore une fois, quand on fait ce que fait tout le monde, on a les mêmes résultats que tout le monde. Et on t'as pas été conçu dans un moule où on t'a dit il faut que t'ailles faire ça si tu veux réussir. Du coup, t'as fait autrement et du coup, t'as réussi, t'es différent. Ouais, et on est dans un pays où il n'y a pas une croissance folle à l'échelle du PIB. On est dans le e-commerce, il y a beaucoup de gadins, il n'y a pas beaucoup de gens qui gagnent vraiment de l'argent. Donc c'est là que c'est important d'essayer de réinventer un peu le truc à sa sauce. Pas forcément tout réinventer, mais se poser les questions, quoi. Mais c'est intéressant, se dire finalement, je suis parti avec des désavantages et que j'ai réussi à transformer finalement en... Ouais, je sais même pas si c'est des avantages, mais faut se méfier des bonnes pratiques, quoi. Est-ce que c'est des bonnes pratiques parce que tout le monde les fait ou est-ce que c'est des bonnes pratiques parce qu'elles sont bonnes Ouais. C'est ce que tu disais aussi tout à l'heure sur les bonnes pratiques pour le développement digital. Finalement, quand c'est devenu une bonne pratique, ça veut dire que tout le monde le fait. Donc, ouais. Je sais pas si tu connais l'approche contrarienne. Non, je crois pas. Les investisseurs de la tech, ils ont une sorte de matrice pour se dire si un business est bon. C'est pour eux, pour qu'un business soit bon, dans lequel donc pour qu'ils aient envie d'investir, faut qu'il y ait 2 choses. Faut que l'entrepreneur ait raison sur sa vision et faut que les autres aient tort. Donc en gros, faut qu'il soit le seul à avoir raison. Parce que si l'entrepreneur il a raison
mec, tout le monde a raison. Ben en fait, le mec, il va grandir à un rythme un peu plat, un peu mou, parce que tout le monde fera les mêmes choses au même moment, et sa concurrence, elle sera forte tout de suite, et qui sera pas tellement disruptif, il sera pas clivant. Et une bonne pratique, ben c'est un truc que tout le monde pense. Donc, faut arriver à trouver des trucs dont on est convaincu. Là où tout le monde vous dit, ben vous êtes un tocard, quoi. C'est finalement, je connaissais pas cette approche et je pense pas que je le formulais comme ça, mais c'est ce qu'on va chercher ou essayer de chercher chez beaucoup de nos clients chez Cosa Vostra. C'est ce que nous on appelle la singularité. C'est se dire finalement dans la mission qu'a chaque entreprise vis-à-vis de ses clients. Si je vais voir un média d'information et qui me répond, moi mon rôle dans la société, c'est d'informer les gens. Je vais dire, à Libération, en fait, t'as le même rôle que le Figaro. Bah ouais. Et en fait, ce qui peut faire une vraie différence, c'est la singularité. C'est dire non, j'ai pas le même rôle. Et en fait, si tout le monde se dit, moi, mon rôle, c'est de vendre des vêtements dans tes concurrents, voilà, bah, finalement, bah, au final, tu vendras plus grand chose, quoi. C'est clair. Hyper intéressant. Je pourrais aller beaucoup plus en profondeur sur cette levée de fonds. En 2 mots, ça s'est passé comment? C'est allé vite? C'était facile? C'était dur? T'as été accompagné? Parce que c'est pareil, c'était un nouveau truc. Vous aviez jamais fait ça? Enfin, je veux, comment dire, sans prétention, sans ego. Quand les chiffres sont bons, ça se passe facilement. Ouais. Après, nous, on faisait gaffe à avoir les bonnes personnes à bord. Parce que les gens se révèlent aussi quand ça se passe mal. Il y a aussi des moments où c'était difficile pour nous. Parfois, après la levée de fonds, il y a eu des mois qui étaient pas rigolos. Même si là, tout va très bien. Et du coup, ben, c'est aussi là qu'on voit les gens se révéler. Et c'est là qu'on a vu qu'on avait fait les bons choix. Mais faut pas forcément penser qu'en termes de valorisation de la boîte et chercher celui qui paye le plus. Faut chercher celui qui sera là dans les moments durs aussi, quoi. Et c'est vraiment un choix parce que tout à l'heure tu disais si on veut continuer à grandir, est-ce que tu perçois un peu, j'ai eu l'impression quand on parlait tout à l'heure que tu le percevais un peu, mais cette forme de fuite en avant aussi parce que dans le monde des entrepreneurs, finalement, t'as toujours au moins dans ceux qui ont jamais vendu une grosse boîte, qui ont jamais fait un gros exit comme on dit. De trucs où finalement, si je voulais schématiser, tu vis quand même, tu gagnerais probablement beaucoup plus si tu faisais encore du conseil. Je me trompe? Ah ouais, c'est clair. Ouais. Et j'ai l'impression que en effet alors en effet tu valorises tout ça, mais demain tout ça peut se péter la gueule. Ouais, c'est clair. Et tu te seras bien marré, t'auras pris une expérience de folie, mais il n'empêche qu'au final, sur ces années, si je veux prendre en étant très vulgaire, une vision uniquement financière, ça aurait été une mauvaise opération. Ouais, je pense pas, parce que si j'étais resté dans un truc un peu tranquille, classique, bah j'aurais aussi eu un parcours assez linéaire. Alors que, ben, là, aujourd'hui, je pense être capable de gérer une boîte d'une centaine de personnes, parce que j'étais capable de créer une boîte qui fait 30 et qui continue de recruter, quoi. Ouais. Oui, et de gérer à la fois, de la RH, du légal, du marketing. J'ai tout fait, je comprends, enfin, littéralement, quoi. C'est ça la beauté de l'entrepreneur. J'ai nettoyé les toilettes qui débordaient, j'ai fait un plan de trésorerie, je suis allé voir des fournisseurs, j'ai monté un e-commerce, j'ai codé des boutons PayPal, T'as levé de l'argent, ouais. C'est un job de je suis CEO et du coup vu qu'en plus j'avais la dynamique de croissance et le fait de tout apprendre soi-même, enfin voilà, aujourd'hui je me vendrais plus comme un consultant en strat, quoi, je me vendrais comme un directeur général. Si je perdais tout, j'aurais rien perdu, quoi. C'est ça qui est fantastique. Et du coup, c'est quoi votre répartition avec Benoît aujourd'hui dans le travail? Ben en fait, c'est toujours ce qui le rend unique et fort, quoi. C'est la création, c'est le directeur artistique, c'est un peu il a un peu une forme de caution morale dans l'entreprise. Ok. Il y a un truc un peu pas gourou mais un peu ADN, quoi. Ouais, c'est un peu l'âme, quoi, du business. Et moi je suis du coup le CEO, donc les volets plus strat, croissance, et puis à côté market et puis tout ce qui est plateforme web.
Et puis on a un troisième compère qui est venu il y a 2 ans, qui s'appelle Eli, qui est venu prendre en charge ce qu'on appelle les opérations. Ça veut dire la gestion quotidienne de l'entreprise, ce qui est hyper important parce que créer de la valeur, c'est une chose, mais après il faut s'assurer que les trains derrière ils arrivent à l'heure, quoi. Et ça c'est son rôle. Il est arrivé après la levée de fonds? Il est arrivé juste un peu avant. Ouais. D'accord, très bien. Et qui était expérimenté lui dans la confection? Non, mais c'est pas grave. Donc à faire. Top, c'est folie, bravo. Raconte-nous, c'est quoi tes journées? Comment c'est quoi tes petites routines, les choses qui font la différence? Je sais pas, le matin, le soir, dans la semaine. J'ai vraiment pas de routine en fait. Ça dépend vraiment des moments. J'essaye de mixer du temps entre les équipes, entre des moments où moi je m'isole 2-3 heures pour faire un travail de fond. T'arrives à avoir une vie perso? Oui. Ouais. Surtout depuis la levée de fonds, parce que à une époque, vu qu'on était en hyper croissance et qu'on n'avait pas de financement extérieur, on était constamment en stress. Et c'était à la fois très très dur à vivre du point de vue de l'état de stress constant, quoi. C'est extrêmement dur. Extrêmement. Savoir qu'on a la responsabilité à l'époque de 15-20 personnes et puis de gens qui ont investi, de tout ça. Il y a l'humain, il y a le financier, il y a ce qu'on a créé et tout, et qu'on risque de perdre. Et maintenant qu'on a des investisseurs, c'est plus pérenne, quoi. Et ils nous accompagnent sur la croissance. Donc ça c'est plus simple. Et puis aussi mon travail il a changé. Au début j'étais beaucoup dans l'opérationnel. Maintenant je suis plus dans la stratégie. Et la stratégie en fait c'est plus un muscle créatif qu'un truc besogneux. Donc faut savoir prendre du recul. C'est pas en bossant 12 heures par jour qu'on fait de la bonne stratégie. Faut s'aérer le cerveau en fait. Donc du coup par rapport à mon taf qui a évolué, c'est bien que je fasse, fantastique. que je sois pas tout le temps dans la boîte, quoi. C'est hyper dur d'être essayé, c'est très crevant d'être dans l'opérationnel tout le temps. Ouais. Après, c'est bien de faire un peu les deux quand même. Ouais. Pour garder les pieds sur terre. Et du coup, tu arrives aujourd'hui donc à mixer, on disait vie perso, vie pro, et t'as des, je sais pas, c'est quoi tes petits secrets pour mieux bosser, des soupapes dans la semaine, des outils un peu spécifiques, des applications. J'ai plein de petits hacks comme ça de productivité. D'ailleurs, j'ai été interviewé parmi plein d'entrepreneurs par Guillaume Declercq, qui est le fondateur de Merci Alfred, oui, qui est la version homme de My Little Paris. Ouais. Et en fait, il vient de sortir un bouquin qui s'appelle La 25e heure. Donc c'est l'heure que tu gagnes quand t'es organisé et quand t'as des hacks de productivité. Très bonne idée. Et donc c'est un registre de 300 entrepreneurs de la tech ou des startups françaises. C'est génial. Et moi, je le mettrai dans les notes. Pardon. Ouais. Ce que je lui ai filé, c'est par exemple, j'ai un outil qui est génial qui s'appelle Text Expander. C'est un outil qui remplace n'importe quel raccourci de caractère par une phrase, un texte, une image, un template d'email, un truc dont vous arrivez jamais à vous souvenir. Genre, je sais pas moi, votre RIB. Et par exemple, vous tapez, je sais pas moi, point virgule RIB, et en fait, boum, d'un coup, vous avez toute votre RIB qui se charge. D'accord. Ou bien point virgule TBJ, ça fait très bonne journée, virgule sur la ligne Geoffrey. Ou bien point virgule PDB, bonjour, j'ai pas de besoin, nanana, mais je vous recontacterai, bonne continuation. Pour écrire un email ou voilà. rentrer des choses dans. D'accord, super. Fais gagner un temps fou. Après, donc ça te crée un raccourci pour écrire un truc plus long. Ouais. Super. Fantastique. Après tous les raccourcis clavier, ça fait gagner un temps dingue, quoi. Ça, il faut que je partage un truc, mais en effet, chez certains de nos nouveaux collaborateurs plus jeunes, je les vois faire des copier-coller ou je sais pas, pour trouver un lien. Je leur dis, mais fais POMK, en fait. Mais en effet, il y a le nombre de raccourcis clavier, c'est de la folie. En fait, c'est simple. Si vous utilisez votre souris quand vous avez Word qui est ouvert, ou Google Doc, c'est simple, c'est que vous n'êtes pas productif, quoi. La souris, faut pas la toucher. Elle sert à rien ou le trackpad quand on est sur Word. Faut tout faire au clavier, c'est beaucoup plus rapide. Il y a ça. Sur ton iPhone, je vois que t'as un iPhone, je crois. Ouais, plein de tools.
bien utiliser son agenda, se faire plein de raccourcis avec des alias pour accéder au dossier, pour pas constamment les retrouver, mettre plein de raccourcis dans son navigateur web pour accéder à tous ses web tools plutôt qu'à chaque fois galérer à les retrouver, utiliser des outils de stockage de mots de passe comme par exemple Dashlane ou OnePassword qui permettent en une dizaine de tapotements de touches d'ouvrir d'un coup le site de votre choix en vous loguant automatiquement avec un mot de passe ultra sécurisé dont vous n'avez pas à vous souvenir. Ça pareil, ça fait Dashlane, je crois que c'est français, j'ai appris ça aujourd'hui, mais c'est vrai? En tout cas, il me semble que le CEO doit être français. Alors, il faut vérifier, mais moi, je suis abonné Dashlane, je crois que j'ai payé 50 Dashlane en plus. Fantastique. Changement de vie, Dashlane, plus de sécurité, voilà, DASHLANE, pour ceux qui, donc, tout ce qui est, pour se souvenir de vos mots de passe à votre place, ouais. Ouais, c'est un super outil. Et après, il y a aussi un peu plus on va dire des comportements, que des outils ou des hacks, mais par exemple, si vous ouvrez un mail et que le truc, ça met, on va dire, moins de 5 minutes pour y répondre, répondez-y tout de suite. Ça sert à rien de le réouvrir une fois, 2 fois, 3 fois et de reperdre tout ce temps-là. Ou bien consacrer du temps pour gérer vos mails, mais pas les gérer au fil de l'eau où ils tombent. Sinon, vous êtes constamment interrompu dans votre travail. Savoir dire non à certaines sollicitations de rendez-vous, c'est pas très compliqué. Ouais, notamment ce qu'on appelle le fear of missing out, la peur de manquer une opportunité. Ouais. Je suis très mauvais là-dedans, moi. J'ai du mal à dire non, et en plus, tu as l'impression d'être méchant. Ouais, d'être méchant, d'être hautain. C'est très compliqué. Ouais, faut apprendre à dire non, tout en mettant voilà toutes les formes, toute la politesse, toute la gentillesse, mais voilà, le temps, c'est quelque chose. C'est la seule ressource qu'on peut pas multiplier. On peut en économiser un peu. Ouais. On peut pas le multiplier, donc faut faire gaffe quoi de ce qu'on fait avec. Surtout quand on est entrepreneur ou dans un job assez challengeant. Écoute, c'est juste une belle aventure que vous vivez avec Benoît. Je suis vraiment ravi. Cette presque heure et demie est passée à une vitesse folle. Merci. Bonne Gueule, on vous retrouve donc où ça? Sur bonnegueule.fr. Ouais, donc bonnegueule.fr, bonne comme bon et gueule comme un visage. Oui. Parfois les gens comprennent bungle ou je sais pas quel mot anglais. Ouais. BO2NE GUELE. Voilà. Ouais, GUEULE. GUEULE, voilà, il me manquait une. Bon, après on s'est écrit gueule. C'est galère à appeler. Ouais. Sur Facebook. Sur Facebook. Sur Instagram. Pas tant que ça. Nous en fait on aime pas trop que les interactions se passent sur des plateformes qu'on maîtrise pas. D'accord. Parce que il y en a beaucoup des business qui petit à petit se sont fait ruinés par Mark Zuckerberg qui a sa petite console de mixage et qui décide à qui il envoie du trafic. J'aimerais pas être dans la peau de certains médias qui sont uniquement orientés réseaux sociaux, qui ont fermé leur site web, tout ça. Je pense que c'est mon avis, mais je pense que c'est une grosse bêtise. Faut avoir le contrôle de ces canaux parce que donc par email beaucoup notamment. Voilà, l'email, l'URL, donc le site web. Il y a une newsletter. Il y a une newsletter avec plein de contenus, plein de suggestions de look, plein de suggestions de produits qu'on aime. Et il y a aussi un shop. Et puis après il y a des boutiques dans lesquelles vous pouvez vous rendre et vous aurez toujours un bon accueil sans rien acheter, sans quoi que ce soit. C'est avant tout des lieux de conseil en fait. Et si jamais on n'a pas un bon accueil, on peut te le faire savoir. Ouais, exactement. et les gens auront, et les conseillers en style auront moins de primes parce que c'est comme ça qu'ils gagnent leur bonus de fin d'année. C'est sur la satisfaction client. Je lui ai pas demandé avant ce podcast, donc je lui demanderai après, mais je vais essayer de négocier un petit bon pour les auditeurs de ce podcast. Je le mettrai dans les notes si jamais Geoffrey me l'offre. Avec le bras que je lui tords là, il va être obligé de me céder quelque chose. Un petit bon d'achat 10 €, une livraison offerte. On va essayer de trouver quelque chose. Et voilà, et d'accord. Et toi, on peut te suivre toi-même en perso sur LinkedIn, sur Facebook éventuellement. Enfin. Ouais, où je réponds à tous les mails. Ça fait partie un peu de notre mission, quoi. Qu'on fait depuis les débuts, et c'est important, même si on peut pas rencontrer tout le monde parce qu'on nous contacte beaucoup, mais en tout cas, on essaie d'être disponible auprès de tout le monde. Ok. Bon bah super. Je suis absolument ravi d'avoir eu cette grosse heure de discussion avec toi. Je te remercie pour moi-même d'abord et puis pour toutes les personnes qui écoutent Génération Do It Yourself. J'espère qu'on se revoit bientôt. Bravo Geoffrey. Bah merci, bravo à toi aussi. T'as aussi une belle aventure. Bon, merci beaucoup.
Ciao. Salut. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.